Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, j'accueille Lorraine Livieri, thérapeute en Ayurveda. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lorraine et merci, Bonjour Dina. merci d'avoir accepté mon invitation pour l'échange du jour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie d'être un peu de l'autre côté du job puisque j'ai un podcast que j'ai cofondé avec une amie, Nathalie, qui est le podcast Ayurveda. Donc, normalement, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro, mais c'est intéressant de faire l'exercice dans ce sens. Sinon, moi, je suis praticienne en Ayurveda, donc depuis 3 ans, presque 3 ans. Et je suis spécialisée sur la santé féminine et la périnatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes grâce à l'Ayurveda, donc tout ce qui est alimentation, hygiène de vie, les plantes, les rituels, les soins, durant les différentes étapes de leur vie, que ce soit lorsque le cycle s'installe, que ce soit lors de la maternité, une grossesse, un désir de conception, en postpartum, lors de la ménopause, voilà, toutes ces étapes un petit peu fondamentales. Je guide les femmes, en fait, je les conseille grâce à l'Ayurveda avec voilà, des conseils naturels et pratiques à mettre en place dans leur quotidien. D'accord. Et avant de faire ce métier-là, tu faisais quoi? Avant ça, j'étais dans le domaine de l'aérien et plus dernièrement des drones. Donc, j'étais responsable des opérations dans une société de drones. Donc, rien à voir. Ouais. C'est une reconversion totale. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers le métier de praticienne Ayurveda? Alors, plusieurs choses. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. J'ai souvent eu cette envie-là. Donc, depuis longtemps, j'avais envie d'être mon propre boss, de pouvoir faire les choses un peu comme je le sentais, en fonction de mes valeurs, de mes envies. Donc, ça m'a toujours trotté un petit peu dans ma tête. Mon papa est chef d'entreprise, donc j'ai toujours grandi un petit peu dans ce milieu-là. Et aussi, ce qui m'a amené à l'Ayurveda, au bien-être, c'est un sentiment d'accomplissement dans ma vie, mais pas d'épanouissement. En fait, j'avais réussi à avoir un travail qui me plaisait, dans un domaine qui me plaisait, un rythme de vie voilà, que l'on pouvait m'envier. Je voyageais beaucoup, j'avais un bon salaire, voilà, une jolie vie, mais je n'étais pas épanouie totalement, il me manquait quelque chose. C'était beau Et sur en fait, comment? C'était beau sur le papier. Ouais, c'était beau sur le papier. Après, je regrette pas du tout. C'était vraiment une belle période de ma vie. Mais c'est vrai que je faisais du yoga. Tu vois, je voyageais énormément. Je faisais pas mal de yoga en ligne quand j'étais dans les chambres d'hôtel. Enfin, dès que je pouvais caler une petite session de yoga. Et puis un jour, en fait, je suis tombée sur une séance de yoga où la professeure a parlé d'Ayurveda. Elle a parlé des doshas, donc ces énergies vitales qui nous caractérisent. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Et elle a parlé en l'occurrence du dosha Vata, constitué d'air et d'éther. Dosha qui en déséquilibre peut vraiment manquer d'ancrage, manquer de stabilité, être toujours dans le mouvement. Et en fait, ça peut lui créer un manque d'équilibre tout simplement, un manque d'épanouissement. Et en fait, quand elle a dit ça, j'allais dire quand elle m'a dit ça, non, elle le disait lors du cours, ça a résonné assez fort en moi. Je me suis dit, mais c'est peut-être ça qui me manque en fait, c'est juste d'être ancrée, d'être stable. Et j'ai choisi un mode de vie qui va à l'encontre de ça, de toujours être entre deux aéroports. Donc, je me suis un peu plus intéressée à l'Ayurveda et puis finalement, ça m'a tellement parlé que j'ai décidé du jour au lendemain un petit peu de me lancer là-dedans, d'entreprendre une formation donc, avec l'école Gaia Veda qui se trouve à Tours. À l'époque, la formation était en présentiel, donc pendant 6 mois, à raison d'une semaine par mois, j'étais sur Tours pour vraiment apprendre les bases de l'Ayurveda, les soins également corporels. Et ensuite commencer à pratiquer, m'installer, etc., tout l'aspect entrepreneurial derrière. Mais je me suis d'abord occupée de moi à travers ma formation, appris sur moi à gérer ce déséquilibre Vata finalement que j'avais et comprendre ma constitution et puis du coup mettre en place des outils qui faisaient que je me sentais
remplie, en fait, et équilibrée dans ma vie. D'accord. Ça fait combien de temps, du coup, que tu pratiques? Alors que je pratique, ça va faire, je pense, 2 ans que j'ai mon entreprise Femme Ayurvédique. D'accord. Et puis, du coup, la reconversion était en 2018. Donc, D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, du coup, ce que c'est l'Ayurveda? tout à fait. Alors, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui vient d'Inde, qui existe depuis plus de 5000 ans. C'est un peu la grande sœur finalement de la médecine chinoise qu'on connaît peut-être plus facilement, on en a plus entendu parler, et également de la naturopathie que nous en Europe on pratique beaucoup parce que ça fait peut-être un peu moins peur le mot naturopathie que le mot Ayurveda. Mais voilà, c'est finalement l'Ayurveda est un peu à l'origine de ces médecines-là et c'est vraiment une médecine pour moi, plus un art de vivre basé sur le bon sens et l'observation de ton environnement. Il considère en Ayurveda qu'il y a 5 éléments dans l'univers et qui nous constituent, nous, en tant qu'individus. Ces 5 éléments, c'est l'air, l'éther. L'éther, c'est vraiment l'espace, l'espace entre les choses, vraiment le côté subtil qui nous maintient, en fait. Le feu, l'eau et la terre. Ces 5 éléments, tu les retrouves partout autour de toi, dans le climat, dans les végétaux, dans les animaux, et on les a aussi en nous, puisque c'est ça qui nous permet d'avoir ce corps humain, d'avoir ces fonctions du corps humain aussi qui travaillent seul et qui nous permet de vivre, de respirer, etc. Et en fonction de chaque individu, les éléments vont être plus ou moins dominants. C'est ce qui fait qu'on est tous différents les uns des autres et qu'on réagit différemment aussi à certaines choses, à un climat froid, un climat chaud, à une alimentation crue, une alimentation cuite. Voilà, on va tous avoir des réactions différentes parce qu'on est constitué différemment. Et du coup, ça parle, une fois qu'on t'explique un petit peu ces bases-là, bah après, ça te donne vraiment, c'est vraiment une philosophie qui te donne des outils à mettre en place quotidiennement, mais aussi en fonction des saisons, en fonction des étapes de ta vie, de ton cycle pour les femmes, et qui te permet de gérer un petit peu, de chercher l'équilibre, de devenir un peu ton propre enquêteur de bien-être pour ajuster les choses en fonction de ton état, comment tu te sens, de ta santé, de tes envies aussi, et de ton environnement. D'accord. Du coup, donc là, tu as parlé des 5 éléments qui constituent l'Ayurveda. Moi, donc, j'avais plutôt entendu parler de l'Ayurveda, parler de dosha, comme tu en as parlé Ouais. tout à l'heure. Du coup, c'est quoi? C'est une deuxième analyse. La première, ce serait les éléments, et après, en dessous, on aurait d'autres analyses dont les doshas. En fait, c'est quand on rentre un petit peu plus en détail, en effet. Donc, comme je te disais, tu retrouves ces 5 éléments en toi. Et donc, chaque individu a des éléments plus ou moins dominants, ce qui va lui déterminer un profil, donc le profil ayurvédique ou profil doshique. Et donc, dans ce profil, en fait, ils ont déterminé 3 grandes énergies vitales qui recombinent ces éléments. Donc, il y a Vata, donc le dosha Vata, qui est finalement la combinaison des éléments air et éther. Peut-être qu'on rentrera en détail un petit peu dans chaque dosha si tu le souhaites. Ensuite, il y a le dosha Pitta qui est constitué de feu et d'eau et le dosha Kapha qui est constitué de terre et d'eau. Donc, tu vois, les éléments sont plus présents dans ces énergies-là. Et donc, du coup, ensuite, quand tu comprends un peu les éléments qui dominent chez toi, tu peux dire, voilà, moi, j'ai une dominante de type Vata ou un profil Vata, ou je suis Vata, mais j'aime pas trop cette expression parce que on peut pas vraiment caser les gens mettre les gens dans des cases et puis se définir par rapport à un dosha, puisqu'au final, les 3 sont présents en nous, étant donné qu'on a ces 5 éléments. Donc, tu as les 3 doshas en toi. Après, c'est vrai que, par exemple, moi, je suis d'une constitution à plus forte dominance Vata et Pitta. J'ai un peu moins de Kapha, d'où ce manque d'ancrage que je peux ressentir facilement et qui peut me déséquilibrer. Donc, souvent, pour m'équilibrer, j'ai besoin d'apporter de la terre, en fait, que ce soit dans mon alimentation, alors pas de la terre hein, au sens propre, mais voilà, des aliments qui vont être nourrissants, ancrants. J'ai besoin d'avoir des routines régulières, d'apporter, tu vois, vraiment cette régularité à mon quotidien, cet ancrage, cette stabilité, et d'être dans du chaud, voilà, de faire attention à tout ça pour vraiment m'équilibrer. Donc, voilà, c'est pour ça que souvent on entend parler des doshas.
Mais souvent, voilà, il y a des dérives aujourd'hui. Les gens, ils veulent à tout prix savoir, OK, moi, je suis Vata, je suis Pitta, je suis Kapha, je suis quoi? Mais en fait, on est tout. Ouais. Après, l'idée, c'est de savoir ce qui domine et puis savoir aussi en fonction des saisons, en fonction de la période de vie, quelles sont les influences des doshas. En fonction de la journée aussi, tu vois. Là, par exemple, on est dans l'après-midi en train d'enregistrer ce podcast. On est dans la période Vata de la journée, la période qui est propice à tout ce qui est un peu créativité, communication. Donc, c'est parfait pour l'heure du podcast. Mais voilà, tu vois, c'est le moment de faire des activités qui peut-être demandent un peu moins de concentration intellectuelle, mais qui favorisent un petit peu la créativité, l'inspiration, la communication. D'accord, donc en effet, moi j'avais plus en tête, voilà, t'es un dosha, voilà, te voilà, tu, tu es comme ça en fonction, quoi. Et donc, ouais, c'est plus intéressant de le voir comme ça, à se dire qu'on a tout en nous. Et ouais, même cette histoire en fonction des heures de la journée, je ne pensais pas qu'on pouvait évoluer comme ça. Au niveau de l'Ayurveda, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez, bon, enfin, d'assez, j'allais dire actif, quoi. C'est pas quelque chose de passif. Ouais, Exactement, ça évolue, ça change, ça évolue, et c'est pour ça que l'Ayurveda, c'est avant tout l'observation et ton auto-analyse, en fait, dans tel moment de la journée, comment tu te sens. Tu vois, normalement, l'heure du déjeuner, c'est entre midi et 14 heures, parce que c'est là que l'influence du dosha Pitta, le dosha du feu, qui permet la transformation, donc la transformation des aliments en nutriments pour te fournir de l'énergie, elle est la meilleure. Donc, l'influence du dosha Pitta entre midi et 2, elle est au top. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on recommande aux gens de manger entre midi et 2. Le soir, par exemple, on recommande de se coucher avant 22 heures en Ayurveda parce qu'on va pouvoir bénéficier d'une phase où le sommeil va être plus profond, plus réparateur. Donc, une phase plus kapha, d'ancrage, de stabilité, de terre qui apaise. Et donc, du coup, c'est bien de profiter en fait de cette phase-là pour s'endormir et récupérer. Et ensuite, après 22 heures, par exemple, c'est Pitta qui vient influencer le sommeil, surtout qui agit dans le corps. Donc, le corps est en train de se créer un auto-nettoyage. Il se régénère à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être en train de dormir à ce moment-là pour que le corps fasse son job, en fait. Donc, tu vois, c'est pas pour embêter les gens. Des fois, je leur dis oui, il faut se coucher avant 22 heures, il faut se lever avant 6 heures. C'est pas parce que des textes ayurvédiques ont décidé il y a 5000 ans que c'était chouette de faire ça. Ça a du sens, en fait. C'est pas juste pour faire bien ou pour aller méditer avant 6 heures. C'est juste parce qu'on est dans des moments qui sont propices à ça, parce que notre corps, il est disposé à ça aussi, physiologiquement. comment on peut déterminer du coup dans quelle énergie est-ce qu'on est le plus présent? Alors, il y a plusieurs façons de faire, de la plus simple et moins chère à la plus subtile et un peu plus chère. En fait, il y a pas mal de tests sur Internet qu'on peut trouver pour déterminer son profil, son dosha dominant ou ses doshas dominants. Moi, je trouve ça chouette de le faire. Franchement, je ne suis pas du tout fermée à ça. C'est intéressant. C'est comme un petit jeu à faire. Ça nous permet aussi de se questionner un peu sur soi. La limite de ces tests-là, c'est que il n'y a pas d'explication du résultat, en fait. Et quelquefois, les gens, en répondant aux questions, sont soit pas toujours honnêtes avec eux-mêmes, ce que nous, thérapeutes, on vient un peu gratter, recouper, etc. Bah, voilà, des fois, on répond, on se dit oh oui, alors physiquement, ouais, je suis plutôt normale ou je suis plutôt méga fine. Bah ouais, bon, peut-être pas. En fait, tu vois, on n'est peut-être pas toujours honnête avec ça. Par exemple aussi, souvent une question, c'est est-ce que ton élimination est régulière et quotidienne? Oh oui, ça va, je vais à la selle à peu près tous les 2-3 jours. Ben ouais, à peu près tous les 2-3 jours, c'est que c'est pas régulier en fait. Et donc du coup, tu vois, la façon dont sont posées les questions, des fois, amène des réponses qui sont pas toujours objectives et du coup peut fausser le résultat. Et quelquefois, ça peut donner plutôt le déséquilibre présent chez la personne plutôt que la constitution de naissance. Et c'est là que ça pose problème, c'est que ça ne va pas être géré de la même façon. En fait, quand on fait une consultation, par exemple, avec un thérapeute, on va déterminer la constitution de naissance pour que tu comprennes vraiment comment tu es constitué, quels sont les éléments dominants chez toi, quels outils tu peux utiliser dans ton quotidien, mais aussi que tu comprennes si tu as un déséquilibre présent qui peut être complètement différent de ta constitution et qui nécessite que tu solutionnes ça d'abord, en fait. Donc, pour être un peu plus précise, tu peux être de constitution kapha dominante, donc une personne très calme, très posée, qui a tendance à être un peu gourmande, qui stocke facilement, qui, dès qu'elle fait un écart, prend du poids, par exemple. Mais tu es en déséquilibre total vata.
Donc, tu es hyper anxieuse, tu fais que des insomnies, tu es très stressée. Du coup, ça te constipe presque, par exemple. Ça te fait perdre l'appétit totalement. Bah, du coup, bien que ta constitution de naissance, elle soit CAFA, et ben, au niveau des solutions qu'on va mettre en place, des conseils qu'on va te donner, ils vont être là pour équilibrer Vata qui est déséquilibré chez toi. Tu vois, on ne va pas venir gérer CAFA. Donc, du coup, c'est pour ça que les tests en ligne, tu vois, ça ne va pas aussi loin que ça. Il y a besoin d'une explication derrière. On ne peut pas juste dire aux gens, hey, peut-être que tu as une constitution Pitta-CAFA ou peut-être que tu as un déséquilibre Pitta, enjoy. Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et du coup, l'autre façon de savoir sa constitution et surtout de comprendre, c'est ça l'essentiel, en fait, c'est comprendre qui on est, de quoi on est constitué et surtout ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal, bah, c'est la consultation ayurvédique. Donc, avec un thérapeute ou un médecin ayurvédique, si on parle anglais. Il y a aussi des médecins ayurvédiques en Inde qui proposent des consultes. Mais avec un thérapeute en France, parce que nous, on n'a pas le droit d'être médecin en France, c'est reconnu par l'OMS, mais nous, on est des thérapeutes, on n'est pas des médecins ayurvédiques. Nous, on a été formés à ça, tu vois, de vraiment comprendre la constitution d'un individu, comprendre ses potentiels déséquilibres et pouvoir lui proposer des solutions qui sont naturelles, qui sont simples aussi à mettre en place via justement ce que je disais, l'alimentation déjà en premier lieu, souvent, il y a du taf, les plantes aussi, qu'elles soient ayurvédiques ou locales, l'hygiène de vie, donc tout ce qui est hygiène de vie, ça va être le yoga, les pranayamas, les respirations, les soins, l'automassage ou même les soins corporels qu'on peut avoir par des thérapeutes, la méditation, l'écriture, enfin voilà, il peut y avoir plein d'outils qui sont différents et qui peuvent venir t'équilibrer toi dans ton quotidien. Donc voilà, le mieux, c'est quand même la consultation. Du coup, par exemple, si jamais on fait un test sur Internet, on est Vata, on va vouloir continuer à aller dans cette histoire de Vata-là et finalement, comme tu disais, notre kapha est déséquilibré, on va peut-être empirer encore les choses, quoi, le fait de mettre le paquet sur le Vata, alors qu'en fait, c'est ça. Équilibré. D'accord. Bah, soit on va empirer, soit on verra pas de résultat et on se dira en fait l'Ayurveda c'est naze. Mais c'est vrai qu'en fait on a tendance, il y a quelque chose qu'on observe beaucoup, enfin moi que j'observe beaucoup parmi mes clientes, c'est que on a tendance à avoir des habitudes, on pense qu'elles sont bonnes pour nous et pourtant il y a des signaux de notre corps qui nous montrent qu'il y a des choses qui sont pas normales. Ou par exemple le plus courant c'est je souffre avant d'avoir mes règles. Bah, c'est pas normal. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais Lorraine, moi j'ai toujours souffert en fait depuis que j'ai eu mes règles. La première fois, je souffrais déjà. Donc c'est normal en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait même un post sur Instagram en disant c'est pas parce que c'est une habitude que c'est normal. Et c'est pas normal de souffrir. Et en tant que femme, on est trop habitué à souffrir. Et ça, moi, c'est un peu mon combat quotidien de faire comprendre aux femmes que non, c'est pas OK de souffrir. En fait, tu peux vraiment vivre ton cycle de manière sereine et en étant apaisée et sans souffrance. Et du coup, c'est important pour moi de faire comprendre. Et même au-delà du cycle, c'est pas OK de souffrir. Enfin, après, exactement, au-delà du cycle. On n'est pas obligé de vivre sa vie en souffrance. Exactement, mais ça peut être pour des choses toutes simples, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui me disent aussi, ben oui, bon, moi, après les repas, je suis toujours un peu le ventre gonflé, ballonné. Ça a toujours été comme ça. Ben non. Bah, c'est un signal de ton corps. C'est ton corps, il essaye de t'envoyer des messages, il essaye de faire assez gros, mais et en fait, en continuant comme ça dans nos habitudes, quelquefois qui ne sont pas bonnes pour nous, ou dans des choses qu'on a lues sur Internet parce qu'on a lu que c'était super bon de boire un jus de citron le matin et que toutes les stars le font et que c'est génial, bah, je vais le faire tous les matins et sans me poser de questions si c'est bon pour moi, si c'est bon tout le temps, toute ma vie, bah, du coup, on va venir se déséquilibrer en fait. Ou de manger des salades parce que tiens, j'ai vu que pour perdre du poids, il faut manger des salades crues. Mais oui, est-ce que tu es capable de digérer le cru en fait? C'est hyper dur de digérer du cru. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment une enquête qu'on fait ensemble. C'est pour ça que la consultation, en général, c'est une bonne heure et demie, parce qu'on enquête en fait vraiment sur savoir comment tu réagis face à ça, comment ton corps réagit et comment tu es au niveau de ton mental dans telle ou telle situation. Du coup, après cette consultation, tu as sûrement des suivis aussi pour faire peut-être un point sur comment ça se passe, quitte à peaufiner, à donner d'autres conseils par la suite.
Exactement. Souvent, tu as une consultation de base pour vraiment dégrossir. Il y a aussi beaucoup d'informations qui tombent sur la personne. L'idée, c'est d'y aller quand même progressivement. On ne change pas sa vie du jour au lendemain, ni son régime alimentaire. D'ailleurs, c'est hyper dangereux de faire ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah, super, je vais me mettre à manger ayurvédique dès demain ». Bah non, on va y aller progressivement, en fait. On va d'abord comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans ton alimentation et on va ajuster. Et ensuite, en effet, alors pour ma part en tout cas, j'envoie un bilan pour la personne, pour qu'elle comprenne vraiment ce qu'on s'est dit, quel est le récap un petit peu de tous les conseils de manière individualisée et personnalisée, puisque ce ne sera pas les mêmes conseils pour ta sœur ou pour ton frère ou pour ta voisine. Donc, du coup, il y a ce bilan-là et ensuite du suivi si nécessaire. Si besoin est nécessaire, en fonction de l'avancée de la personne aussi, il faut qu'elle aille à son rythme. Parce que l'Ayurveda, c'est vraiment, je pense que tu l'as un peu compris, mais c'est assez à la fois simple, parce que basé sur du bon sens et de l'observation, mais aussi à la fois complexe, parce qu'on va vraiment chercher à comprendre qui tu es, quel est ton être profond, quelle est ta nature profonde. Et du coup, ça peut vraiment, c'est un chemin en fait que tu commences, mais il ne se finit pas du jour au lendemain en fait. Ce n'est pas en une séance que je vais tout changer dans ta vie et tout régler. Et encore, c'est même pas moi qui vais le faire, c'est toi qui vas le faire. Donc, moi, je suis là pour te montrer des chemins différents, des façons différentes de faire, t'orienter sur le fait que certaines de tes habitudes ne sont peut-être pas très bonnes pour toi et peut-être essayer d'autres choses, voir comment ton corps réagit, comment tu te sens avec ces autres choses-là, et puis ajuster comme ça au fur et à mesure de la vie. Parce qu'en plus, on est des êtres qui évoluent. Donc, Ouais, ça peut même être un chamboulement pour la suite de la vie, parce que si on commence à changer l'alimentation, puis amener une nouvelle pratique pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga ou des choses comme ça, quand tu amènes une nouvelle pratique, une nouvelle alimentation, je pense que derrière, ça peut, ça peut chambouler un peu toute la vie même, quoi, pour exactement. se retrouver à se réaligner comme ça au fur et à mesure, étape après étape. Ouais, ça doit être un sacré challenge, quoi, pour la suite. Exactement. Souvent, j'ai comme retour, la consultation, ça m'a fait comme un électrochoc. En fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas bon pour moi. Et pourtant, je le faisais depuis toujours. Et là, je vais devoir changer. Et c'est dur. Mm. Et c'est pour ça que c'est vraiment c'est un accompagnement. Tu vois, moi, je ne fais pas juste une consultation et puis allez, ciao, bon courage. Ouais. Non, tu vois, c'est au niveau psychologique, émotionnel, c'est quand même dur. Alors, là, je parle pour les personnes qui vraiment prennent leur bilan et décident de le mettre en place. Après, j'ai aussi des petites curieuses qui veulent juste connaître leur constitution, connaître un petit peu ce qu'est l'Ayurveda. Et c'est OK aussi si c'est juste par curiosité. Mais là, pour les personnes qui veulent vraiment, qui ont des gros déséquilibres aussi, qui ont des maladies, qui veulent un accompagnement en santé intégrative, parce que là, on vient en complément du traitement médical, évidemment. Là, je parle plus sur des maladies comme l'endométriose, que je rencontre beaucoup parmi ma clientèle, ou du diabète, ou de l'hypo-hyperthyroïdie, toutes ces maladies-là, où là, on n'arrête pas son traitement médical, mais l'Ayurveda vient soulager, accompagner la personne dans ce traitement-là, pour soit diminuer le traitement, ou en tout cas mieux vivre avec le traitement, avec peut-être des effets secondaires, etc. Donc, ça vient en complément. Donc, oui, ça chamboule beaucoup. Et il faut être prêt pour ça. Il faut être aussi ouvert à ça. Alors, moi, je suis très gentille, bienveillante, mais c'est vrai que des fois, de se prendre en pleine face des réalités, des choses que peut-être on ne s'avouait pas, etc., ça peut vraiment chambouler. Donc, il faut avoir le temps de l'assimiler. Et après, bon, on est thérapeute, on est là pour accompagner les gens, donc on ne les laisse pas dans l'océan comme ça, Ouais. abandonnés. Donc, toi, tu t'es spécialisée dans les femmes, mais l'Ayurveda, je suppose que c'est pour tout le monde. Ça peut aussi bien être les enfants aussi, qui peuvent être Exactement. suivis. D'accord, ok. Tout à fait. C'est vraiment pour tout le monde. Là, moi, je suis justement en train de suivre une formation de pédiatrie ayurvédique. Euh, Déjà pour mon propre intérêt, parce que j'ai un petit bout de 14 mois et que ça m'attriste quelquefois de ne pas pouvoir l'accompagner lorsqu'il a des gros rhumes, bronchites ou sinusite ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même particulier les enfants parce que c'est une étape de la vie où on n'ose pas faire non plus n'importe quoi, ni tester, ni quoi que ce soit. On ne les prend pas comme des cobayes. Donc, c'est pour ça que là, je suis vraiment une formation pour ça. Parce que c'est quand même voilà, bien particulier. Si on utilise les plantes, voilà, faut être conscient de ce qu'on fait. Les plantes, c'est des formidables alliés, mais ça peut être aussi très fort. Donc, voilà, faut se méfier de ce qu'on fait avec les enfants, mais ça peut être utilisé sur les enfants. Mais là, il faut vraiment se renseigner si le professionnel est qualifié quand même pour les enfants.
Après, l'Ayurveda, c'est vraiment pour tout le monde, pour les hommes, pour les personnes âgées, pour les personnes ayant des maladies, comme je disais, que ce soit chroniques ou même des cancers, des choses comme ça, pour vraiment en complément apporter une hygiène de vie qui soit bonne pour ces personnes-là. D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être les trois doshas ou si tu estimes peut-être que les éléments sont peut-être plus importants d'abord que ça? Bon, ça se recoupe un petit peu, on les retrouve au final, puisque, alors si je te décris un petit peu les trois doshas, je vais peut-être aller un peu dans la caricature, j'ai un peu l'habitude de décrire comme ça, mais je préfère préciser avant. Donc, vous allez un peu reconnaître des traits, soit de votre personnalité, soit des gens autour de vous, mais c'est un peu caricaturé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on a le premier dosha Vata, constitué des éléments air et éther. Donc, comme l'air et l'éther, finalement, les caractéristiques de ce dosha-là vont être la subtilité, la rapidité, la légèreté. Donc, physiquement, c'est des personnes qui vont avoir un squelette très fin, qui sont assez allongées, qui vont être assez sèches au niveau de la peau, qui vont avoir des soucis de sécheresse, particulièrement en interne et en externe. Donc, elles peuvent être un peu sujettes à la constipation aussi, donc, qui est une forme de sécheresse interne. En termes d'appétit, elles vont avoir, c'est ce qu'on appelle les appétits de moineaux. Elles vont manger un peu, puis hop, c'est bon, ça suffit. Mais par contre, elles vont peut-être picorer tout au long de la journée. La digestion, elle va être assez variable. Quelquefois, ça va bien se passer. D'autres fois, elles vont ressentir un peu ces ballonnements, ce ventre un peu gonflé, des gaz, en fait, beaucoup d'air qui se loge dans l'estomac. Ensuite, au niveau de la personnalité, on est sur des personnes qui sont assez sujettes au stress, à l'anxiété, à tout ce qui touche un peu au système nerveux, qui est toujours en train de carburer et du coup qui a tendance à s'épuiser. Donc, c'est aussi des personnes qui rencontrent comme déséquilibre les insomnies, qui sont très sujettes à ça. La constipation, j'en parlais, la sécheresse aussi, donc ça va être vraiment des déséquilibres présents chez ces personnes-là. C'est les personnes toujours speed, en fait, qui sont dans l'action. Ces personnes très curieuses, qui sont toujours en train de faire 10 millions de choses en même temps, qui ont du mal à se concentrer sur une seule et même chose. Tu te reconnais? Je me dis, mais puis ça va, puis c'est moi, c'est pas possible. Après, c'est vrai que souvent, quand on est aussi un peu dans tout ce qui est thérapie, bien-être, la curiosité un petit peu vers l'ouverture, vers la spiritualité ou le bien-être, on reconnaît souvent qu'il y a pas mal de personnes Vata quand même dans ces domaines-là. Mais voilà, c'est les personnes qui ont du mal à finir les choses, à aller au bout des choses parce qu'elles sont toujours en train de faire 10 millions de trucs. Après, c'est des chouettes copines parce qu'au final, en soirée, elles mettent pas mal l'ambiance. Elles ont toujours des plans de « Ah, tiens, un nouveau resto que j'ai entendu parler, on va y aller. » Voilà, c'est des personnes très dynamiques, très curieuses, qui adorent voyager. Donc, on aime bien les avoir autour de nous. Ensuite, le dosha Pitta, qui est constitué donc de feu et d'eau, physiquement, c'est des personnes qui ont un physique plutôt moyen, avec une tendance à muscler facilement. C'est des personnes qui ont souvent un goût prononcé pour le sport, parce que c'est des personnes qui aiment l'action, la transformation, qui aiment que ça bouge pour vraiment mener à quelque chose de mieux. C'est des personnes très déterminées, assez leader dans la société. Souvent, on reconnaît les grands PDG ou vraiment des entrepreneurs aussi qui sont très innovants, très leaders dans leur façon de présenter les choses. Et ça, c'est des caractères très Pitta. Au niveau de l'appétit, les Pitta, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont un appétit hyper puissant, très, très présent. Ils ont toujours faim. Au bout de 2-3 heures, il faut leur redonner à manger. Et puis alors surtout, ne leur fais pas sauter un repas parce que là, tu es sûr que tu te confrontes à une colère. La colère Pitta, tu ne veux pas l'avoir. Donc, c'est des personnes qui peuvent facilement être colériques justement en déséquilibre, en tout cas avoir des poussées d'irritabilité, de colère, des excès de colère. Et en déséquilibre, c'est des personnes qui souffrent d'inflammation, qui va se traduire cette inflammation à travers des acidités dans l'estomac, des brûlures gastriques qui vont remonter, de l'acné aussi. L'acné peut être de type inflammatoire et donc du coup un déséquilibre de type Pitta. Qu'elles ont d'autres? Des diarrhées, parce qu'ils ont tendance à digérer très très vite et des fois un peu trop vite. En fait, ce feu présent dans Pitta, cet élément feu qui est très présent, a tendance à, s'il est en excès,
vraiment brûler les aliments dès qu'ils rentrent dans l'estomac, dès qu'ils arrivent dans l'estomac. Et du coup, c'est pas bon quand ce feu est trop fort parce que il en retire même pas les bons nutriments des aliments. Donc, c'est même pas favorable pour ta santé, en fait. Tu auras beau manger bio ou quoi que ce soit, si ton feu il est déséquilibré et qu'il brûle tout, ben, du coup, ça sert à rien, c'est éliminé direct. Et Du en coup, l'occurrence, ça peut te faire du mal au niveau des parois intestinales et de l'estomac. du coup, les symptômes que tu évoques, ils sont aussi signes d'un déséquilibre de Pitta, Souvent. par exemple. Enfin, on est cette Ouais, tout ce que je personnalité. viens de dire en excès, c'est ça. Tout ce que je viens de dire, si c'est en excès chez vous, c'est qu'il y a potentiellement un déséquilibre présent de type Pitta, si c'est sur ces symptômes-là, entre guillemets. Et c'est un peu comme ça qu'on reconnaît et qu'on vient après équilibrer avec l'alimentation, par exemple, pour les Pitta. Donc, au niveau de la personnalité, on est vraiment sur des gens déterminés, je le disais, qui ont un assez fort caractère. Mais quand je dis ça, on dirait que c'est des gens qu'on n'a pas du tout envie d'avoir dans son entourage. Mais si, c'est des personnes en fait qui sont souvent très passionnées en fait par ce qu'elles font et elles en sont passionnantes. C'est-à-dire dès qu'elles vont parler, déjà, elles attirent en fait les auditeurs parce qu'elles parlent bien, elles donnent envie de les suivre, elles sont inspirantes en fait. Donc, c'est des personnes dont on a besoin dans notre société. On en a beaucoup, hein, des pitas dans notre société, parce que c'est des personnes qui peuvent nous mener au bout d'un projet en fait. Donc, quels que soient les obstacles, elles iront au bout. La détermination. Exactement. Et, et enfin, le troisième profil, c'est le profil Kapha, donc constitué de terre et d'eau. Alors là, physiquement, on est sur des personnes qui vont avoir un squelette beaucoup plus épais, beaucoup plus large. Alors, ça ne veut pas dire spécialement qu'elles sont en surpoids. Ça, c'est un déséquilibre de type Kapha. Mais voilà, quand je dis un squelette assez épais, c'est quelqu'un qui va avoir une carrure, en fait, que ce soit une femme ou un homme. C'est une personne souvent qui va se caractériser par beaucoup de douceur, beaucoup de calme, par une façon très posée de s'exprimer, de faire les choses. Quand je dis posée, ça peut être un peu lente aussi. Donc souvent, c'est un dosha qu'on voit peu. C'est un dosha qui est peu présent dans notre société parce qu'il n'est pas toujours bien vu et pourtant, c'est franchement le dosha le plus stabilisant, celui dont on a besoin. On a beaucoup de personnes de type Vata, Pitta, Pitta Vata, Vata Pitta dans notre société. C'est ce qui est reconnu. En fait, c'est un peu notre modèle de société. Il faut être quelqu'un d'actif, il faut être quelqu'un qui sait faire, qui transforme, qui est leader. Nanana. Mais par contre, on a moins ce côté où on met en avant la douceur, la lenteur de faire les choses, du coup, la capacité, l'endurance que les Kapha peuvent avoir parce que ils ont cette force de la nature qui les caractérise en fait. Par contre, au niveau du métabolisme, il y a aussi cette lenteur qui est présente. Donc, souvent, ils peuvent avoir une digestion qui est très, très lente, qui peut faire que le bol alimentaire va du coup stagner un petit peu dans l'estomac. Il va avoir tendance à fermenter, à créer des toxines qui vont aller se loger un peu à droite, à gauche, et donc créer un petit peu de la graisse ou de la rétention d'eau, des œdèmes, des problématiques d'obstruction en fait, ou de surplus. Et donc, c'est des personnes, en effet, qui peuvent facilement souffrir de surpoids. En tout cas, le surpoids, l'obésité sont souvent des déséquilibres liés à un kapha en excès. Dans les déséquilibres aussi de ce dosha-là, on peut retrouver aussi tout ce qui est flegme, un peu tout ce qui est un peu lié à cette lenteur qui est en excès. Ça peut mener à de la lassitude, à du flegme, à de la déprime, en fait. Donc, ça, c'est vraiment aussi un déséquilibre très présent. Et sinon, au niveau de la personnalité, c'est un peu des personnes, c'est des bonnes mamans, quoi. Des personnes toutes douces qui aiment prendre soin des autres, qui sont loyales et très fidèles, que ce soit en amitié ou en amour. Et c'est des personnes qui aiment bien leur petite routine, en fait, qui ne demandent pas grand-chose, qui sont assez simples, qui aiment leur routine et qui aiment bien rester chez elles, qui aiment bien avoir leur nid, leur cocon, qui sont très proches de la famille, en fait, qui ont vraiment cet esprit famille très développé. Et c'est très important pour ces personnes-là qu'il y ait cet équilibre-là pour elles, en fait. D'accord. Voilà pour les trois doshas.
Ouais, en effet, je pense que là, vu les, la description que tu en as faite, c'est assez simple de se retrouver vite fait dans l'un ou dans l'autre. C'est intéressant. Ou même dans les trois, quelquefois, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a ces trois doshas qui sont présents et qui peuvent ressortir à des moments. Tu vois, par exemple, je te disais, moi, je suis un profil Vata-Pitta, mais durant ma grossesse, le fait d'avoir, tu sais, plus de tissus qui se forment, plus la présence du bébé, donc qui amène plus d'ancrage, mais du coup, j'augmentais le dosha Vata, le dosha Kapha en moi. Et du coup, ça me permettait d'être comme en équilibre, en fait, parce que Mm. j'avais jamais ressenti autant ça. Ben, j'avais beau apporter un peu de terre dans mes aliments, avec mon entourage, etc. La grossesse est un état kapha par excellence, en fait. Donc, c'est super pour les personnes Vata Pitta ou Pitta Vata. D'accord. Et du coup, dans l'année, il y a aussi des moments, tu disais, où on est plus, où ça va jouer avec le soleil à coup sûr, quoi. Je sais pas, j'imaginais Ouais, exactement. une année Avec complètement cafard où on va être à la maison, au chaud, tranquille. C'est ça. En fait, ces deux chats, ils influencent tout, vraiment tout autour de nous, tout en nous. Donc, ils influencent en effet les saisons. Enfin, ils sont présents à travers les saisons. Donc, par exemple, en automne, on est en saison très vata, puisque on a souvent un automne où il y a le vent qui commence à souffler, donc de l'air qui est très présent. Il commence à faire nuit plus tôt, donc ça s'assombrit, les jours sont plus courts. Donc, il faut faire tout plus rapidement. On est souvent un peu plus stressé. C'est la rentrée. On est stressé, un petit peu déprimé. Voilà, on ne sait plus trop quoi faire de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une saison Vata qui invite à du coup à se faire une alimentation bien chaude, à se cocooner un peu, revenir un peu à soi, travailler son ancrage, travailler sa stabilité, ses routines en fait, un petit peu instaurer de la routine et de la régularité. L'hiver, du coup, on continue un petit peu à aggraver Vata en général, puisque bon, bah, y a le froid qui s'installe, il y a l'humidité aussi qui peut apparaître. Donc, on aggrave à la fois le côté Vata et le côté Kapha, qui vient aussi s'aggraver à ce moment-là. Et ensuite, le printemps, c'est plutôt une aggravation du dosha Kapha qui va être très présente, puisque ce qui se passe au printemps, c'est que le soleil qui revient commence à réchauffer un petit peu la terre, et du coup nos corps, et du coup ça liquéfie à nouveau un petit peu tout ce qu'on a mangé l'hiver dernier, la petite raclette, les petites tartiflettes, toutes ces petites choses-là. Et ça va se transformer en toxine, en excès de mucus qui va ressortir au printemps. C'est pour ça qu'au printemps, tout le monde parle de détox. C'est pas juste parce que c'est marketing de parler de détox au printemps, c'est que c'est le bon moment en effet d'aider le corps à se nettoyer en fait, parce que lui tout s'est un peu liquéfié, il a besoin d'évacuer tout ça. Donc là, faut l'aider à nettoyer. Et ensuite l'été, on est plutôt en aggravation. C'est Pitta qui domine, donc le dosha du feu, hein, sans grande surprise, avec la chaleur, la sécheresse qui est présente. Et du coup, nous, souvent en France, on a tendance à bien aggraver Pitta en été, puisqu'on a tendance à aller se faire des bons barbecues de viande rouge, à se boire des cocktails en plein soleil et à sortir toute la nuit. Bon, bah voilà, c'est clairement tout ce qu'il faut faire pour bien déséquilibrer Pitta. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ces influences-là des doshas. Pas pour s'interdire d'aller faire des barbecues, encore une fois, l'idée c'est de venir peut-être mettre des épices sur les viandes, si vraiment tu veux manger de la viande au barbecue, des épices qui vont venir un peu compenser les effets négatifs de la viande et de la viande carbonisée sur ton organisme. Pareil pour la chaleur, venir essayer de s'hydrater le corps avec le corps à l'intérieur et à l'extérieur, avec de l'huile de coco, de l'eau de coco en interne, l'aloe vera, enfin tu vois, toutes ces petites astuces-là qui font sens en fait parce que tout le monde a une petite augmentation de pitta et du coup il faut essayer de se calmer. Donc pour pas l'idée c'est d'essayer de calmer tout ça, de rester en équilibre pour pas avoir de problèmes après en fait qui se manifestent en automne. Donc ne pas faire d'excès. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai décrit un petit peu les doshas, c'est que Vata et Kapha se caractérisent beaucoup par le froid. Vata, c'est souvent des personnes qui sont très frileuses aussi. J'ai parlé de sécheresse, mais il y a aussi une grande frilosité. Ces personnes que tu vois toujours avec leur bouillotte et leur plaid devant la télé. Montre-nous ton plaid, Dina. Et Pitta, c'est des personnes qui ont toujours chaud, qui transpirent beaucoup, qui sont très rouges en fait, qui dès qu'elles s'activent vont rougir, qui ne supportent pas trop le soleil ni la chaleur.
Du coup, en effet, avec toutes ces possibilités-là au niveau de l'année où tu as différents tempéraments, au niveau de la journée, au niveau de la personnalité, en effet, si on commence à faire notre sauce nous-mêmes, le résultat peut être un peu sympathique, quoi. Donc, autant se faire vraiment accompagner comme il faut pour pas faire n'importe quoi, parce que sinon, ouais, c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu, alors que là, bah oui, en effet, si tu sors en plus un récapitulatif de l'accompagnement que tu as eu, au moins on sait quoi faire et derrière on peut espérer vraiment un résultat, quoi. Parce que Ouais, ouais, tout à fait. c'est changeant. Et surtout, surtout l'idée, c'est de gagner en autonomie, en fait, de vraiment comprendre ce qui se passe, d'avoir ensuite les bons réflexes. Parce que là, tu vois, on a parlé, donc, pour présenter globalement donc, de ces doshas qui te constituent, qui peut-être te déséquilibrent, des saisons. Mais ensuite, les phases de la vie d'une personne sont influencées par les doshas. L'enfant, c'est très kapha. La vie adulte, on est très pitta. Parce on doit transformer, tu vois, on doit faire. On est dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut travailler, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, faut avoir je caricature encore une fois, mais tu vois, on est toujours en train de faire quelque chose. Quand on est tu vois, de 25 ans à 45 ans, il n'y a pas grand monde qui est juste en train de se connecter à son être spirituel et de chanter des mantras, tu vois. C'est pas super courant dans notre société. Euh, donc, tu vois, on est dans cette dynamique pitta. Donc, il faut faire attention à ne pas trop, tu vois, ce feu est très présent, donc il faut venir équilibrer ça. Et après, vers 50 ans, passé 50 ans, euh, pour la ménopause qui s'installe, par exemple, pour les femmes, là, on rentre vraiment dans une période de la vie très vata. Donc, on va avoir tendance à avoir une sécheresse qui s'installe, on a plus froid facilement, on est plus fragile, en fait, au niveau de la santé, au niveau des os. Euh, donc là, cette phase de la vie nous invite à avoir une hygiène de vie favorable pour Vata, en tout cas. On va prendre soin de soi, on va se reconnecter à son corps, apprendre à s'automasser, ralentir en fait. Ralentir, se découvrir, prendre le temps de profiter de soi, de s'aimer, de se chouchouter, quoi. Donc, tu vois, ça a du sens pour tout. Et encore une autre chose, c'est que pour les femmes, à travers le cycle menstruel, les doshas influencent également chaque phase du cycle. Donc, tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, c'est sûr, là, non, faut pas. Ça peut paraître très compliqué comme ça. C'est vrai qu'on se dit, oh là là, mais attends, ils sont partout ces doshas, mais comment je m'en sors? Moi, je ne suis plus là, il faut faire quoi, dans quel sens? C'est pour ça qu'on est là, nous, thérapeutes, pour Oui, vraiment guider. simplement. Mm. Ouais, exactement. Après, c'est possible de le faire en autodidacte avec des livres, etc. Mais c'est vrai que c'est une recherche, en fait. C'est vraiment une enquête approfondie et puis une connaissance de notre environnement, des étapes de la vie, du cycle et de tout ce qui nous entoure, quoi. Tu nous disais que tu avais un podcast, du coup, c'est sur le thème de l'Ayurveda, c'est ça? Du coup, les échanges que Exactement. tu proposes, c'est autour de quoi? Alors, c'est principalement, on peut parler de plein de choses en Ayurveda, mais justement, c'était l'objectif principal. On l'a fait quand on était encore étudiante en Ayurveda, parce qu'on avait tellement ce flot de connaissances qui arrivait à nous et qui nous semblait relever vraiment du bon sens, de l'inné, ce qui devrait être inné chez nous, tu vois. Et ce que je pense, il y a une époque, c'était inné chez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et que nous, on a perdu, en fait, avec notre société. Donc, du coup, ce podcast, il était vraiment à destination de démocratiser, faire connaître l'Ayurveda, faire comprendre aux gens de manière simple et efficace les doshas, les éléments, de leur faire vraiment comprendre et saisir ce qu'est l'Ayurveda et comment l'appliquer dans son quotidien. Donc, au début, on avait commencé à faire des épisodes que toutes les deux pour parler de ces connaissances-là. Puis, on a commencé à recevoir des invités qui sont eux-mêmes praticiens en Ayurveda ou proches de médecine complémentaire ou de pratiques complémentaires à l'Ayurveda, comme le yoga, la méditation, voilà, des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Et du coup, on a commencé à échanger donc un vendredi sur deux avec ces gens-là pour apporter toujours la connaissance des outils aux gens, donc faciles à mettre en place, et aussi leur faire connaître d'autres praticiens et leurs spécialités. Donc, tu vois, par exemple, on a parlé aussi de Vastu Shastra, qui est la science, la médecine de l'habitat, qui vient des mêmes textes que l'Ayurveda, en fait, qui vient vraiment de ce monde védique et qui te permet, en fait, d'avoir une habitation, de mieux comprendre pourquoi dans telle pièce de ta maison, tu ne te sens pas bien ou que faire pour que ta chambre puisse être favorable pour un sommeil réparateur et profond.
Tu vois, ça va vraiment dans ce sens-là. On a parlé aussi d'astrologie védique, comprendre son thème natal, son thème astral, puisqu'au final, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit encore, mais la constitution de naissance, elle te vient, c'est sûr, de tes deux parents, mais elle ne te vient pas que de eux comme ça, de leur personnalité, elle te vient de leur état d'esprit, de leur alimentation lors de la conception. C'est pour ça qu'en Ayurveda, on agit dès la conception quand on souhaite avoir un enfant, dès l'envie, dès qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir un petit bout là dans ma famille », ok, je vais mettre en place des choses. Donc, dès la conception, c'est important. Et ensuite, ta constitution, elle vient également de l'état psychologique et de l'alimentation de ta maman durant la grossesse. Et ensuite, elle vient de la constellation qui était ascendante, le ciel, le jour de ta naissance, du lieu dans lequel tu es né aussi, et le climat dans lequel tu es né. Tu vois, tout ça, ça vient influencer et te permettre d'avoir ces doshas dominants, ces éléments qui sont plus présents en toi. Donc, on a parlé d'astrologie védique et c'est un sujet passionnant qui est complètement parallèle à l'Ayurveda, mais enfin pas tant parallèle, en fait complètement complémentaire à l'Ayurveda et qui permet encore mieux de se connaître, comprendre nos cycles de vie et ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon. Voilà. Si jamais on veut prendre rendez-vous avec toi, ça se passe par où? Sur mon site internet, on peut prendre contact avec moi sur mon compte Instagram, Femme Ayurvédique. Et voilà, je suis joignable si besoin. J'ai cru voir que tu avais également un Facebook et un LinkedIn. Tout à fait, voilà, exactement. Je suis un peu partout. Ok, nickel. Bon, Lorraine, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Alors, mon petit mot pour la fin, ça serait... Il faut que ça soit concis. Le petit mot, ça serait surtout de vraiment apprendre à s'observer et à retourner à l'essentiel, à simplifier son quotidien. C'est vrai que là, j'ai parlé de plein de notions. Ça peut paraître hyper peut-être abstrait pour beaucoup ou pas assez facile à mettre en place. Un bon thérapeute, il doit vraiment s'adapter à votre quotidien, s'adapter à votre vie. Comme je disais, on ne va pas changer votre vie. L'idée, c'est de venir mettre quelques petites graines au fur et à mesure et qui vont vous faire du bien dans votre quotidien et vous permettre d'aller vers l'équilibre. Donc, vraiment déjà apprendre à s'observer, observer ce qui se passe autour de vous et puis faire appel au bon sens. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était super intéressant de découvrir l'Ayurveda comme ça, de se rendre compte de sa complexité, hein. Vraiment. Et ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.